Aux funérailles de mes bébés jumeaux, après qu'ils soient morts dans leur sommeil, ma belle-mère a dit « Dieu les a pris parce qu'il savait quel genre de mère ils avaient ». Les proches ont acquiescé. Mon mari est resté silencieux. Puis ma fille de 4 ans a tiré sur la robe du pasteur et a dit « Pasteur John, dois-je dire à tout le monde ce que grand-mère a mis dans les biberons ?» Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'étais aux funérailles de mes jumeaux, mes jambes tremblaient si fort que je pensais qu'elles allaient flancher, lorsque ma belle-mère, Béatrix, s'est penchée au-dessus de leur minuscule cercueil blanc et a dit, assez fort pour que tout le monde entende, Dieu les a repris parce qu'il savait quel genre de mère ils avaient. Ces mots m'ont frappé comme des coups, chacun m'arrachant un peu plus d'air des poumons. Je m'appelle Cordelia Mitchell, mais tout le monde m'appelle Cora. Et il y a 3 jours, j'ai trouvé mes jumeaux de 3 mois, Fingan et Beckham, morts dans leur berceau. Le salon funéraire de Columbus, en Ohio, était bondé de parents venus pleurer mes garçons. Mais au lieu de réconfort, j'ai entendu des murmures d'approbation se propager à travers les bancs après la déclaration cruelle de Béatrix. Elle a raison, murmura quelqu'un derrière moi. Certaines femmes ne peuvent tout simplement pas gérer plusieurs enfants, ajouta une autre voix. Mon mari, Garrison, se tenait juste à côté de moi, son costume de représentant pharmaceutique parfaitement repassé, son visage de marbre, ne disant absolument rien pour me défendre. Pas un seul mot. Je voulais hurler que Béatrix me tourmentait depuis le jour où Garrison m'avait ramené à la maison il y a 8 ans. Je voulais dire à tout le monde comment elle avait critiqué chaque biberon que je préparais, chaque couche que je changeais, chaque berceuse que je chantais à mes précieux garçons. Mais le chagrin m'avait volé ma voix, l'emprisonnant quelque part sous le poids insupportable qui écrasait ma poitrine. Mes parents, Jeremiah et Winifred, venaient d'arriver de Seattle, mais ils étaient assis 3 rangs plus loin, trop loin pour entendre ce qui se passait, trop loin pour me sauver de cette noyade en plein cauchemar. Puis, j'ai senti une petite main se glisser dans la mienne. Ma fille de 7 ans, Deline, que nous appelons Delphi, se tenait à côté de moi dans sa robe noire, celle qu'elle avait portée à son récital de piano du printemps 2 mois plus tôt, lorsque ses petits frères étaient encore en vie, respiraient encore, remplissant encore notre maison de leurs précieux cris. Elle a serré mes doigts 3 fois, notre code secret pour dire « je t'aime ». Le même signal que nous avions créé lorsque les visites de Béatrix devenaient trop difficiles à supporter. La voix de Béatrix s'est faite plus forte alors qu'elle s'adressait à la foule, ses cheveux gris parfaitement coiffés malgré le chagrin supposé de la perte de ses petits-fils. Parfois, Dieu fait preuve de miséricorde de manière mystérieuse, annonça-t-elle, sa voix empreinte de cette fausse douceur qu'elle avait perfectionnée au fil des ans, comme du poison enrobé de miel. Ces anges innocents ont été épargnés de la souffrance. Le Seigneur sait ce qui est le mieux, et il savait dans quel genre de foyer il se trouvait. Ma belle-sœur, Nan, hocha vigoureusement la tête depuis son siège, tamponnant des yeux secs avec un mouchoir. Oncle Clifford, le frère de Béatrix, a même dit « Amen », comme s'il s'agissait d'une sorte de service religieux tordu plutôt que des funérailles de mes bébés. Ces gens avaient mangé à ma table, tenu mes garçons dans leurs bras, m'avaient dit quelle mère merveilleuse j'étais quelques semaines auparavant. Maintenant, ils se dressaient en juge, juré du procureur qu'était Béatrix, tandis que mon mari restait un témoin silencieux de l'assassinat de ma réputation. Le pasteur John s'est raclé la gorge à la tribune, clairement mal à l'aise avec la tournure que prenait ce service. Mais même lui semblait ne pas savoir comment réorienter Béatrix une fois qu'elle s'était emparée de la vedette. Elle avait fait don de milliers de dollars à cette église au fil des ans, achetant son autorité incontestée, et maintenant elle utilisait les funérailles de mes bébés comme sa scène personnelle pour me détruire. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à ce qui allait suivre. Delphi a lâché ma main et a commencé à marcher vers le pasteur John avec une détermination que je n'avais jamais vue sur son jeune visage. Ses babies cliquetaient contre le sol du salon funéraire, chaque pas résonnant dans le silence, soudain alors que toutes les têtes se tournaient pour regarder cette petite fille s'approcher de la tribune. Elle a tendu la main et a tiré sur la robe noire du pasteur John. Et quand il s'est penché pour l'écouter, elle a parlé d'une voix claire et inébranlable qui a porté dans toute la pièce. « Pasteur John, est-ce que je devrais dire à tout le monde ce que mamie a mis dans les biberons ?» Le salon funéraire est devenu glacial. Le visage de Béatrix est passé d'un chagrin fin à une terreur authentique en un seul battement de cœur. Garrison a finalement levé les yeux de ses mains, et j'ai réalisé que ma fille de 7 ans était sur le point d'exposer une vérité qui allait faire voler en éclats tout ce que je croyais savoir sur la mort de mes bébés. 3 mois avant de me tenir dans ce salon funéraire, je croyais vivre ma seconde chance au bonheur.
Notre maison dans la banlieue de Columbus était le genre d'endroit dont je rêvais quand j'étais petite. 2 étages, des volets blancs, un jardin avec une balançoire que Garrison avait assemblée lui-même lorsque Delphi avait eu 5 ans. La nurserie que j'avais peinte en bleu doux avec des nuages au plafond abritait 2 berceaux, 2 fauteuils à bascule, et plus d'amour que je ne pensais que mon cœur pouvait en contenir. Finnegan et Beckham étaient arrivés après 5 ans d'essais, 5 ans de tests de grossesse négatifs qui ressemblaient à des échecs personnels, 5 ans de Beatrix me rappelant qu'une vraie femme aurait déjà donné plus d'enfants à son fils. Le matin de la naissance des jumeaux, je me souviens de Garrison les tenant pour la première fois, des larmes coulant sur son visage. « Ils sont parfaits, Cora », avait-il murmuré. Et pour une fois, juste cette fois-là, j'ai pensé que nous pourrions peut-être être la famille que j'avais toujours voulu. Même Beatrix avait semblé plus douce ce jour-là, bien qu'elle ait quand même réussi à mentionner que la femme de son autre fils, Clifford, avait accouché naturellement sans aucun analgésique, alors que j'avais abandonné et pris une péridurale. Notre routine quotidienne s'était installée dans un chaos maîtrisé au moment où les garçons avaient 3 mois. Je travaillais de la maison comme graphiste, mon ordinateur portable perpétuellement ouvert sur la table de la cuisine entre les biberons et les changements de couches. Mes clients étaient patients, comprenant qu'un appel vidéo puisse inclure des bruits de bébé en arrière-plan. J'avais trouvé mon rythme. Allaiter Finnegan pendant que Beckham dormait, puis changer pour créer des logos pendant leur sieste synchronisée, aider Delphi avec ses devoirs tout en portant un jumeau en écharpe et en berçant l'autre avec mon pied. C'était épuisant, magnifique, tout ce que la maternité devrait être. Mais les mardis et jeudis étaient différents. C'étaient les jours où Garrison voyageait pour son travail de représentant pharmaceutique, visitant des cabinets médicaux à travers l'Ohio et le Kentucky, partant tôt le matin et rentrant tard le soir. C'étaient aussi les jours où Beatrix insistait pour aider avec les jumeaux. « Tu ne peux absolument pas t'occuper de 3 enfants toute seule », avait-elle annoncé alors que les garçons n'avaient que 2 semaines, se tenant dans mon salon comme si elle en était la propriétaire. « J'ai élevé 3 garçons moi-même. Je sais ce que je fais. Tu dois accepter de l'aide, Cordelia. » Garrison avait immédiatement accepté. « Maman a raison, chérie. Tu as l'air épuisé. Laisse-la t'aider pendant que je suis absent. » La première fois qu'elle est venue, je l'ai trouvée en train de réorganiser toute ma cuisine. Les biberons devraient être dans ce placard, le lait en poudre dans celui-ci. Tu avais tout mélangé. Quand j'ai essayé d'expliquer mon système, elle m'a jeté ce regard. Celui qui disait que j'étais trop jeune, trop stupide, trop incompétente pour savoir quoi que ce soit sur l'éducation des enfants. Je suis mère depuis plus longtemps que tu n'es en vie, ma chère, avait-elle dit. Et cela était censé clore toute discussion. Delphi remarquait tout. Elle avait 7 ans, mais se comportait comme quelqu'un de beaucoup plus âgé. Probablement parce qu'elle avait appris à lire l'attention dans notre maison comme d'autres enfants lisent des livres d'images. Elle avait commencé à trouver des excuses pour rester à la maison les mardis et jeudis. De mystérieux maux de ventre qui disparaissaient à l'instant où la Lexus de Beatrix quittait notre allée. « Maman, pourquoi mamie te rend-elle triste ?» m'avait-elle demandé un jeudi soir alors que je la mettais au lit, les jumeaux enfin endormis après une journée particulièrement agitée. « Mamie ne me rend pas triste, ma chérie », avais-je menti en lissant ses cheveux sombres. Parfois, les adultes ont juste des idées différentes sur les choses. Elle dit que tu ne fais pas bien rôter les bébés, n'est-ce pas? Mais je t'ai regardé, toi et l'infirmière à l'hôpital, et tu le fais exactement comme l'infirmière te l'a montré. Ma fille voyait tout, se souvenait de tout. J'aurais dû écouter ce qu'elle essayait de me dire. Les semaines passèrent dans un flou de tétés et de critiques. Beatrix arrivait à 8 heures précises chaque mardi et jeudi, entrant avec la clé que Garrison lui avait donnée malgré mes protestations. « Le lait en poudre que tu utilises n'est pas le meilleur », annonçait-elle. « Ces bébés pleurent trop. Tu ne leur imposes pas un horaire correct. Pourquoi cette maison est-elle un tel désordre ? » De mon temps, les mères ne se plaignaient pas d'être fatiguées. Elles planaient au-dessus de moi pendant que j'allaitais, faisant des commentaires sur le temps que cela prenait, suggérant que le lait en poudre serait plus efficace. Elles réorganisaient la commode des jumeaux, repliaient leur couverture, vérifiaient la température de leur biberon, même après que je les ai testés moi-même. Rien de ce que je faisais ne répondait à ces normes. Rien ne l'avait jamais fait. La nuit avant la mort de mes bébés, Garrison avait appelé de son hôtel dans le Kentucky. « Comment ça se passe avec l'aide de maman ?» avait-il demandé. Pas « comment allais-je ?» pas « comment allaient les garçons ?» Ta mère va bien, avais-je répondu. Car que pouvais-je dire d'autre? Que sa mère érodait lentement ma confiance, ma santé mentale, mon sens de moi-même en tant que mère.
Il avait déjà choisi son camp des années auparavant, et ce n'était pas le mien. Si seulement j'avais su que ce serait notre dernière conversation normale. Si seulement j'avais prêté attention à l'angoisse croissante que je ressentais chaque fois que Béatrix franchissait ma porte. Si seulement j'avais écouté le silence observateur et les yeux savants de ma fille. Le jeudi matin arriva avec un silence inhabituel. Mon horloge biologique, entraînée par 3 mois de pleurs de faim à 5 heures du matin, me réveilla à 4h47. Je suis resté allongé, attendant le gémissement affamé de Fingan, ou le grognement distinctif de Beckham qui signifiait qu'il avait besoin d'un changement de couche. Rien ne vint. Le babyphone sur ma table de chevet montrait 2 formes immobiles dans leur berceau. Ils doivent faire leur première bonne nuit, pensai-je, enfilant ma robe de chambre pour aller les voir. La porte de la nurserie était légèrement ouverte, exactement comme je l'avais laissée. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux à motifs de nuages que j'avais cousus pendant ma grossesse. Je me suis approché du berceau de Fingan d'abord et mon monde s'est arrêté. Sa petite poitrine ne bougeait pas. Ses lèvres parfaites étaient bleues. Je l'ai attrapé, son corps froid et rigide contre ma poitrine, et j'ai hurlé. Le son qui est sorti de moi n'était pas humain. C'était le son d'une âme se déchirant en deux. Garrison a fait irruption dans la chambre, a jeté un regard et a couru vers le berceau de Beckham. Non, 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 répétait-il, soulevant notre autre fils, essayant la RCR pour nourrisson pendant que j'appelais le 911, mes doigts peinant à trouver les bons chiffres. La voix calme de l'opérateur posait des questions que je ne pouvais pas traiter. Respiraient-ils? Quand les aviez-vous vus vivants pour la dernière fois? Quel âge ont les bébés? Les ambulanciers sont arrivés en 6 minutes qui ont semblé durer 6 ans. Ils ont travaillé sur mes garçons avec une efficacité professionnelle, mais j'ai vu le regard qu'ils ont échangé. Ce regard qui disait qu'ils effectuaient des procédures pour notre bien, non pas parce qu'il y avait de l'espoir. Ils ont prononcé le décès des 2 garçons à 5h23. Syndrome de la mort subite du nourrisson, ont-ils dit au départ. 2 bébés en même temps, c'était rare mais pas impossible. Parfois avec des jumeaux, quand l'un arrête de respirer, l'autre suit. Béatrix est arrivée chez nous moins d'1 heure après, bien que personne ne l'ait appelée. J'avais le pressentiment que quelque chose n'allait pas, annonça-t-elle, me bousculant pour atteindre Garrison, qui était assis à la table de la cuisine, le regard vide. Elle a enlacé son fils pendant que je restais là, comme une étrangère dans ma propre maison. Mon pauvre garçon, lui a-t-elle roucoulé. Mon pauvre, pauvre garçon. Pas, nos pauvres garçons, pas, mes pauvres petits-fils. Son pauvre garçon, au singulier, comme s'il était le seul à avoir perdu quelque chose. Les 3 jours suivants se sont fondus dans un brouillard d'arrangement que je n'étais pas autorisé à faire. Béatrix a tout pris en main, faisant venir sa sœur Nan et son frère Clifford en renfort. Ils ont débarqué chez nous comme des charognards, s'emparant de décisions qui auraient dû être les miennes et celles de Garrison. Les cercueils blancs sont trop chers pour des nourrissons, a déclaré Béatrix au salon funéraire. Ceux en bois sont plus pratiques. Pratique? J'avais retrouvé ma voix un instant. Nous enterrons mes bébés, nous n'achetons pas de meubles. Nos bébés, m'a corrigé Garrison à voix basse. La seule chose qu'il ait dite en des heures. Bien sûr, a interjeté Béatrix doucement. Mais Cordelia, ma chère, tu ne penses pas clairement. Laisse ceux d'entre nous qui ont la tête plus froide prendre ces décisions. La famille élargie a commencé à arriver le mardi soir. Chacun a reçu la version des événements de Béatrix avant même de me voir. Je regardais depuis la fenêtre de ma chambre alors qu'elle les accueillait dans l'allée, parlant avec animation, faisant des gestes vers la maison, secouant tristement la tête. Au moment où ils sont entrés, leurs yeux contenaient de la suspicion au lieu de la sympathie. Comment cela peut-il arriver aux 2 bébés? A demandé la cousine de Garrison, Renée, sans vraiment me regarder dans les yeux. Étaient-ils malades? Ils étaient parfaits, ai-je dit. En bonne santé. Leur bilan des 2 mois était parfait. Parfois, les mères manquent des signes, a interrompu Béatrix. Cordelia a été submergée. J'ai essayé d'aider, mais elle insistait pour tout faire elle-même. C'était un mensonge si audacieux que je n'ai pu parler. Elle avait été là 2 fois par semaine, contrôlant tout, critiquant tout. Ma voix est morte dans ma gorge quand j'ai vu Garrison hocher la tête en accord avec le récit de sa mère. Mes parents sont arrivés le mercredi soir, ayant conduit d'une traite depuis Seattle. Mon père, Jérémia, a jeté un regard à la dynamique de la maison et m'a pris à part. Qu'est-ce qui se passe ici, Cora? Pourquoi cette femme te traite-t-elle comme une suspecte au lieu d'une mère en deuil? Elle m'a toujours détesté, papa. Mais maintenant, elle a un public.
Ma mère, Winifred, a été plus directe. Elle a confronté Béatrix dans la cuisine. Ma fille vient de perdre ses enfants. Comment osez-vous faire des insinuations? Je n'insinue rien, a répondu Béatrix avec une innocence étudiée. Mes 2 bébés en bonne santé ne meurent pas comme ça. Les autorités vont enquêter, comme il se doit. Delphi n'avait pas quitté mon côté, sauf pour dormir. Elle observait tout avec ses yeux perçants, en particulier sa grand-mère. Le mercredi soir, je l'ai trouvée assise par terre dans sa chambre avec son journal, écrivant furieusement. « Qu'est-ce que tu écris, mon bébé ?» Elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Des choses que je veux me rappeler sur Finebec. Et d'autres trucs. Quels autres trucs? Elle a fermé soigneusement le journal. Juste des trucs que je remarque. Comme la façon dont mamie Béatrix fait semblant de pleurer, mais ses yeux ne sont jamais mouillés. Et comment papa ne te regarde pas, et comment oncle Clifford et tante n'en croient tout ce que mamie dit même s'il n'était pas là. J'ai serré ma fille dans mes bras. Cet enfant qui voyait la vérité alors que les adultes choisissaient l'aveuglement. Parfois, les gens voient ce qu'ils veulent voir, ma chérie. Mais ce n'est pas juste, a-t-elle murmuré contre mon épaule. Pas quand Finn et Beck sont morts. La vérité compte plus maintenant, n'est-ce pas? Le service funèbre a commencé à 10 heures précises par un mercredi matin gris qui correspondait à la couleur de mon cœur. J'étais assise au premier rang du salon funéraire Morrison, ma robe noire flottant sur un corps qui avait oublié comment manger. Garrison était assis à côté de moi, mais les 15 centimètres entre nous auraient aussi bien pu être 15 kilomètres. Il ne m'avait pas touché une seule fois depuis que nous avions trouvé les garçons. Pas une main tenue, pas un bras autour de mes épaules, pas même un frôlement accidentel de doigts. Son chagrin avait construit un mur entre nous, brique par brique, cimenté par les paroles empoisonnées de sa mère. Le pasteur John se tenait à la tribune, son visage bienveillant plissé par un chagrin sincère. Il avait baptisé les jumeaux à peine 6 semaines plus tôt, aspergeant d'eau bénite leur tête parfaite alors qu'ils gigotaient dans leur robe de baptême blanche. Maintenant, ces mêmes robes les habillaient pour leur enterrement, et je ne pouvais pas concilier le souvenir avec la réalité. Nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer les vies brèves mais précieuses de Finnegan et Beckham Mitchell, a commencé le pasteur John. Mais Béatrix se levait déjà de sa place au premier rang de l'autre côté de l'allée. « Pasteur, puis-je dire quelque chose d'abord ?» Elle n'a pas attendu la permission, s'est juste dirigée vers la tribune avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'a jamais rien refusé. Le pasteur John s'est écarté, l'air mal à l'aise, mais trop poli pour refuser une grand-mère en deuil. Béatrix a ajusté le microphone avec une précision théâtrale. Elle portait un tailleur noir qui coûtait probablement plus que notre hypothèque mensuelle, son collier de perles captant la lumière des vitraux. Elle a tamponné ses yeux avec un mouchoir, bien que je puisse voir de mon angle qu'ils étaient parfaitement secs. « Mes petits-fils étaient des anges », a-t-elle commencé, sa voix portant ce ton spécial qu'elle réservait aux performances publiques. 3 mois de vie, à peine le temps de connaître ce monde. Mais peut-être que c'était la miséricorde de Dieu. La congrégation a murmuré avec sympathie. J'ai senti Delphi se tendre à côté de moi, sa petite main serrant la mienne. Vous voyez, continua Béatrix, parfois le Seigneur, dans son infinie sagesse, retire des âmes innocentes de situations qui porteraient atteinte à leur pureté. Il voit tout, sait tout. Il sait quels foyers sont des maisons d'amour et lesquels sont des maisons de chaos. Il sait quelles mères sont équipées pour le devoir sacré d'élever des enfants, et lesquels sont submergés par leurs propres incapacités. Ma mère a eu un hoquet audible depuis le 3e rang. Mon père a commencé à se lever, mais je me suis retourné et j'ai légèrement secoué la tête. Faire une scène ne ferait qu'alimenter le récit de Béatrix selon lequel je venais d'une famille instable. J'ai essayé d'aider, la voix de Béatrix devenait plus forte, plus confiante à mesure qu'elle trouvait son rythme. Chaque mardi et jeudi, je venais dans cette maison pour apporter la structure et les connaissances que l'expérience apporte. Mais certaines personnes sont trop fières pour accepter la sagesse, trop têtues pour admettre qu'elle se noie. Et maintenant, mon fils, mon pauvre Garrison, a perdu ses garçons parce que quelqu'un n'a pas pu admettre qu'elle avait besoin de plus d'aide qu'elle n'était prête à accepter. Ça suffit, mère, a finalement parlé Garrison. Mais sa voix était faible, à peine audible. Non, fils. Il faut que ce soit dit. Dieu a pris ses bébés parce qu'il savait quel genre de mère ils avaient. Une mère qui insistait sur le fait qu'elle pouvait gérer 3 enfants tout en travaillant, qui refusait une aide appropriée, qui était trop fière pour admettre qu'elle échouait. Béatrix m'a regardé droit dans les yeux. Parfois, la miséricorde de Dieu ressemble à une tragédie pour ceux qui ne comprennent pas ses voies.
Non s'est levé au 3e rang. Amen, ma sœur. Les voies du Seigneur sont mystérieuses. Clifford a enchaîné. Ces bébés sont mieux au paradis que dans un foyer chaotique. Mon père était maintenant debout, ma mère essayant de le retenir, mais c'était comme regarder une avalanche prendre de l'ampleur. D'autres parents, des gens qui me connaissaient à peine, hochaient la tête en accord, créant un chœur d'approbation aux monstrueuses insinuations de Béatrix. Elle était toujours fatiguée, à chuchoter quelqu'un assez fort pour être entendu. La maison n'était jamais propre quand je venais, a ajouté une autre voix. Probablement une dépression postpartum, est venue une autre spéculation. Chaque mot était un clou dans le cercueil de ma réputation, prononcé devant les vrais cercueils de mes bébés. Je voulais me lever, hurler que Béatrix me tourmentait depuis des années, qu'elle avait sapé chaque instant de ma maternité, qu'elle m'avait fait douter de chaque décision que j'avais jamais prise. Mais ma voix était piégée sous le poids écrasant du chagrin et de l'injustice. Le pasteur John s'est raclé la gorge, essayant de reprendre le contrôle de son service. Mais Béatrix n'avait pas fini. Je prie juste pour que si Dieu les bénit avec d'autres enfants, des leçons aient été apprises. Que l'orgueil ne l'emporte pas à nouveau sur le bon sens. Que mon fils n'ait pas à subir une autre perte parce que quelqu'un n'a pas pu admettre ses limites. C'est à ce moment-là que j'ai senti Delphi s'éloigner de mon côté. Elle s'est levée avec la dignité de quelqu'un de bien plus âgé que 7 ans, redressant sa robe noire avec une précision soignée. Ses babies cliquetaient contre le sol du salon funéraire alors qu'elle marchait, non pas vers les toilettes, non pas vers la sortie, mais directement vers le pasteur John. Toutes les têtes se sont tournées pour regarder cette petite fille naviguer à travers la mer de fleurs entourant les 2 cercueils blancs. Elle a atteint la tribune où se tenait le pasteur John, a tendu la main et a tiré fermement sur sa robe noire. La salle entière est tombée dans le silence. Même Béatrix s'est arrêtée au milieu d'une phrase, quel que soit le venin supplémentaire qu'elle se préparait à livrer. Le pasteur John s'est agenouillé au niveau de Delphi, et à ce moment-là, la voix claire de ma fille a retenti dans le salon funéraire comme une cloche de vérité. Pasteur John, est-ce que je devrais dire à tout le monde ce que mamie a mis dans les biberons? Le salon funéraire s'est transformé en un tableau figé. Le visage de Béatrix s'est vidé de toute couleur, son maquillage soigneusement appliqué se détachant sur une peau devenue blanche comme du papier. Sa main a volé vers son collier de perles, le serrant si fort que j'ai cru que le fil pourrait se casser. Garrison a bondi de son siège à côté de moi, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson cherchant de l'air. Chaque parent, chaque ami, chaque personne qui avait hoché la tête en accord avec l'assassinat de ma réputation par Béatrix, était assis dans un silence stupéfait. Le pasteur John est resté agenouillé à côté de Delphi, sa formation pastorale gardant sa voix douce malgré la bombe qui venait d'exploser. « Que veux-tu dire, ma chérie? Qu'as-tu vu » Delphi se tenait droite, le menton levé, parlant avec la clarté de quelqu'un qui gardait un terrible secret. « Mardi dernier, j'avais soif après le petit déjeuner. Je suis allé chercher ma brique de jus dans la cuisine. Mamie était au comptoir avec les biberons de Fingan et Beckham. Elle avait ouvert le sac de travail de papa, le noir qu'il prend pour ses voyages de vente. Elle écrasait des pilules de ses échantillons de médicaments et mélangeait la poudre dans leur lait. « Espèce de petite menteuse !» a hurlé Béatrix, s'avançant vers Delphi. Mais le pasteur John s'est levé, se plaçant entre ma fille et sa grand-mère. « Laissez l'enfant parler » a-t-il dit fermement. Delphi a continué, imperturbable. Elle m'a vu regarder et a dit que le médicament les aiderait à mieux dormir. Elle a dit que les bonnes grand-mères s'assurent que les bébés ne pleurent pas trop parce que les pleurs signifient que la mère ne fait pas bien son travail. Elle a dit que maman devait apprendre que les bébés doivent être silencieux. Garrison m'a dépassé, atteignant la tribune en 3 enjambées. « Delphi, mon bébé, tu dois te tromper. Mamie ne ferait jamais de mal à tes frères. »« Je ne me trompe pas, papa. » Delphi a fouillé dans son petit sac à main noire, celui que je l'avais laissé porter pour se sentir grande aux funérailles. Elle en a sorti mon vieil iPhone, celui que je lui avais donné pour jouer à des jeux éducatifs. J'ai pris des photos. L'écran du téléphone a illuminé son visage alors qu'elle faisait défiler les photos. Elle l'a tenu vers le pasteur John d'abord, puis l'a tourné vers la congrégation. Même de là où je me tenais, maintenant debout et me dirigeant vers ma fille, je pouvais voir l'image clairement. Béatrix à mon comptoir de cuisine. Un flacon de prescription dans une main. Un broyeur de pilules dans l'autre. 2 biberons alignés devant elle. Il y en a d'autres, a dit Delphi en faisant défiler. Celle-ci montre l'étiquette du flacon de médicaments.
Il est écrit échantillon de sédatif et il y a le nom de l'entreprise de papa dessus. Celle-ci la montre en train de verser la poudre dans le biberon de Finn. Celle-ci la montre en train de secouer le biberon de Beck pour mélanger. Mes jambes ont flanché. Je serais tombé par terre si mon père ne m'avait pas rattrapé, s'étant précipité de son siège. Ma mère était déjà au téléphone avec le 911, sa voix urgente mais contrôlée. Garrison se tenait figé, fixant le téléphone dans les mains de sa fille comme s'il lui montrait la fin du monde. Le sang-froid soigneusement construit de Beatrix s'est complètement brisé. C'était juste de légers sédatifs. Les bébés ont besoin de dormir. Elle ne les laissait jamais pleurer pour s'endormir correctement. J'aidais. J'étais une bonne grand-mère. Tu as drogué mes bébés. La voix qui est sortie de moi ne ressemblait pas à la mienne. Elle était primale, sauvage, le son d'une ours dont les petits ont été menacés. Tu as mis des sédatifs dans les biberons de mes bébés de 3 mois. Ils avaient besoin de faire leur nuit. Tu les rendais faibles avec tous ces câlins, te précipitant vers eux à chaque bruit qu'ils faisaient. Le masque de Beatrix était complètement tombé, révélant le monstre en dessous. Mes garçons n'ont jamais pleuré comme ça parce que je savais comment les faire dormir correctement. Garrison a finalement retrouvé sa voix. Et quand il l'a fait, c'est sorti comme un rugissement. « Mère, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? » « Je réparais ton erreur, lui a-t-elle crié en retour. Tu as épousé une femme indigne de toi. Tu as eu des enfants avec quelqu'un qui ne pouvait pas les gérer. Je résolvais le problème. Le pasteur John avait maintenant son téléphone, appelant des renforts de police. Plusieurs parents enregistraient tout sur leur téléphone. Nan s'était effondré sur son banc, sanglotant. Clifford se tenait bouche bée, incapable de comprendre que sa sœur venait d'avouer avoir drogué des nourrissons. Delphi n'avait pas fini. J'ai tout écrit aussi, dit-elle, sortant un petit journal de son sac. Chaque fois que mamie venait, ce qu'elle disait sur maman, ce qu'elle faisait avec les biberons, comment les bébés se comportaient après les avoir bu. Ils devenaient très somnolents et ne se réveillaient pas même quand maman essayait de les nourrir. Mamie disait que ça voulait dire que le médicament fonctionnait. Elle a ouvert le journal, lisant de sa voix claire d'enfant. Mardi 15 mai. Mamie a encore mis du médicament dans les biberons de Finn et Beck. Elle en a utilisé plus que la dernière fois. Elle a dit qu'ils devaient apprendre à dormir comme des bébés morts. C'étaient ses mots. Dormir comme des bébés morts. Le salon funéraire a explosé. Les gens criaient, pleuraient, hurlaient. Quelqu'un a crié « meurtre ». D'autres appelaient à la justice, mais je ne pouvais me concentrer que sur ma fille, cet enfant courageux et brillant qui avait documenté le mal alors que tous les adultes autour d'elle avaient été trop aveugles ou trop lâches pour le voir. Les sirènes hurlaient au loin, se rapprochant. Beatrix a essayé de courir vers la sortie, mais mon père et 3 autres hommes lui ont bloqué le chemin. Elle s'est retournée sauvagement, cherchant une autre issue, mais il n'y avait nulle part où aller. La grand-mère qui se tenait à la tribune quelques minutes plus tôt, revendiquant une justice divine, était maintenant exposée comme une meurtrière. J'aidais, n'arrêtait-elle pas de crier. Ils avaient besoin de discipline. De structure, pas d'une mère faible qui ne savait pas comment faire en sorte que les bébés se comportent. La police a fait irruption par les portes du salon funéraire. L'inspectrice Patricia Morse, que j'ai reconnue de l'enquête initiale, a évalué la scène avec une efficacité professionnelle. Le pasteur John s'est immédiatement approché d'elle, désignant Delphi et le téléphone qu'elle tenait toujours. En quelques instants, un officier mettait soigneusement le téléphone sous scellé comme preuve, tandis qu'un autre lisait ses droits à Beatrix. Alors qu'il menottait ma belle-mère à côté des cercueils de mes bébés, elle m'a regardé avec une haine pure. « C'est de ta faute », a-t-elle sifflé. « Si tu avais été une meilleure mère, je n'aurais pas eu à intervenir. » Le poste de police est devenu notre deuxième maison pour les 72 heures suivantes. L'inspectrice Morse a travaillé avec un spécialiste en médecine légale pédiatrique pour accélérer les tests toxicologiques sur mes bébés. Quand les résultats sont revenus, le visage du médecin légiste m'a tout dit avant même qu'elle ne parle. Des niveaux mortels de sédatifs dans les organismes des 2 garçons. Le médicament a été identifié comme un puissant somnifère sur ordonnance provenant de la collection d'échantillons de Garrison. Jamais destiné à une personne de moins de 18 ans, et encore moins à des nourrissons de 3 mois. La dose que Beatrix leur avait donnée était suffisante pour supprimer leur système respiratoire jusqu'à ce qu'ils arrêtent simplement de respirer. L'enquête a révélé toute l'horreur des actions de Beatrix. Son historique informatique montrait des recherches remontant à 2 mois. Quelle quantité de sédatifs pour le sommeil d'un nourrisson? Bébé qui ne se réveille pas.
Faire dormir les bébés toute la nuit avec des médicaments. Et le plus glaçant de tous, surdose infantile, quelle quantité? Elle avait planifié cela, augmentant progressivement les doses. Le mardi avant leur mort, elle leur avait donné 5 fois la quantité avec laquelle elle avait commencé. Le monde de Garrison s'est complètement effondré. Il était assis dans notre salon le lendemain des funérailles, tenant la photo de baptême des jumeaux, sanglotant d'une manière que je n'avais jamais vue chez un homme adulte. Je lui ai donné accès à mes échantillons, répétait-il. Je lui ai donné la clé de notre maison. Je t'ai dit de la laisser t'aider. J'ai tué nos fils. Ta mère a tué nos fils, l'ai-je corrigé. Mais je ne pouvais pas me résoudre à le réconforter. Il l'avait choisi elle plutôt que moi pendant 8 ans. Il était resté silencieux pendant qu'elle me détruisait morceau par morceau. Sa complicité avait créé l'environnement où elle s'était sentie autorisée à faire l'impensable. Le procès s'est déroulé rapidement. L'avocat de Beatrix a tenté de plaider la capacité diminuée, affirmant qu'elle avait seulement l'intention de les aider à dormir, pas de les tuer. Mais le témoignage de Delphi a détruit cette défense. Ma fille de 7 ans s'est assise sur ce banc des témoins, parlant clairement dans le microphone, lisant son journal. Chaque date, chaque incident, chaque mot cruel à mon sujet, chaque fois qu'elle avait vu sa grand-mère avec les biberons. 8 mai, a lu Delphi, mamie a dit que maman était trop stupide pour savoir que les bébés ont besoin de discipline. Elle a dit, quand papa divorcera de maman, elle nous élèvera, n'est-ce pas? 13 mai, mamie a mis du médicament dans les biberons et m'a dit que c'était des vitamines. Mais je sais à quoi ressemblent les vitamines, et ce n'était pas des vitamines. 20 mai, le dernier jour. Mamie a dit que les bébés dormiraient si profondément cette nuit que rien ne les réveillerait. Elle a ri en le disant. Le jury a délibéré moins de 2 heures. Coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Quand ils ont lu le verdict, Beatrix a hurlé que nous avions tous ruiné sa vie, qu'elle avait seulement essayé d'aider, que j'étais la vraie meurtrière pour avoir été une si mauvaise mère qu'elle avait dû intervenir. Les gardiens du tribunal l'ont emmenée de force, toujours en train de crier, toujours en train de blâmer tout le monde sauf elle-même. Garrison a demandé le divorce 2 semaines après le procès. Pas parce qu'il me blâmait, mais parce qu'il ne pouvait pas me regarder sans voir son échec. Chaque fois que je te vois, je me souviens que je suis resté silencieux pendant qu'elle te torturait. Je l'ai choisie elle plutôt que toi, plutôt que notre famille, plutôt que la sécurité de nos garçons. Je ne mérite pas le pardon. Il avait raison. Il ne le méritait pas. Il a déménagé en Californie, envoie des chèques, appelle Delphi en vidéo 2 fois par semaine, mais nous savons tous les deux qu'il fuit des fantômes qui le suivront pour toujours. 6 mois plus tard, Delphi et moi étions dans notre nouvel appartement à Seattle, à seulement 10 minutes de chez mes parents. Plus petit que notre maison à Columbus, mais libre des souvenirs qui hantaient chaque recoin. Nous n'avons apporté que ce qui comptait, des photos des garçons, les livres et journaux de Delphi, et 2 ours en peluche qui sentaient encore légèrement Finnegan et Beckham. Ma fille était en thérapie, traitant le poids d'être la porteuse de vérité, celle qui a exposé un monstre quand les adultes ont échoué. La docteure Chen m'a dit que Delphi n'avait pas seulement sauvé de futures victimes, mais peut-être aussi moi. Les enfants qui documentent les abus le font souvent parce qu'ils sentent un danger que les autres ignorent. Votre fille savait que quelque chose de terrible se passait bien avant que cela n'atteigne sa conclusion. Maman, a dit Delphi un soir alors que nous dînions à notre petite table de cuisine. Tu penses que Finn et Beck savent que j'ai essayé de les protéger? Je pense qu'ils savent que tu les as protégés, mon bébé. Tu leur as rendu justice. Tu as fait en sorte que la vérité éclate. Mais j'aurais dû te parler des biberons plus tôt. Je l'ai prise sur mes genoux. Cet enfant qui avait porté un si terrible fardeau. Écoute-moi. Tu as 7 ans. Ce n'était jamais ton travail de protéger tes frères de leur grand-mère. C'était le travail des adultes. Et nous avons échoué. Tu as fait plus que ce que quiconque aurait pu attendre de quelqu'un de ton âge. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Elle s'est appuyée contre moi et nous sommes restés assis en silence. 2 survivantes d'une horreur qui n'aurait jamais dû se produire. Dehors, la pluie de Seattle tapotait contre nos fenêtres, lavant le monde. Nous ne pouvions pas ramener Finnegan et Beckham, mais leur sœur avait fait en sorte que leur mort ait un sens. Elle avait exposé non seulement un monstre, mais aussi les complices qui sont restés les bras croisés et ont laissé les monstres prospérer. 1 an plus tard, j'ai commencé à prendre la parole lors de conférences sur la violence familiale et le contrôle coercitif. Je dis aux parents d'écouter leurs enfants. Vraiment écouter, car les enfants voient ce que les adultes choisissent d'ignorer.
Je leur parle des signaux d'alarme, les partenaires qui ne les défendent pas, les beaux-parents qui sapent leur parentalité, quiconque suggère de droguer des enfants pour les rendre plus faciles. Je leur parle de mes garçons, qui marcheraient à quatre pattes maintenant, apprendraient des mots, donneraient des baisers collants. Si j'avais été assez courageuse pour tenir tête à Beatrix plus tôt, si Garrison avait choisi sa famille plutôt que sa mère, si l'un des parents qui prétendait nous aimer avait remis en question pourquoi une grand-mère avait besoin d'un tel contrôle. Mais surtout, je leur parle de Delphi, la fillette de 7 ans qui a observé, documenté et attendu le bon moment pour révéler la vérité. Qui a compris que parfois, les adultes ont besoin que les enfants leur montrent ce qu'ils refusaient de voir. Qui a sauvé de futurs bébés d'une femme qui croyait que le contrôle importait plus que la vie elle-même. La dernière fois que j'ai visité les tombes des garçons, Delphi avait laissé une note qu'elle avait écrite. Cher Finn et Beck, je suis en CM1 maintenant. J'écris toujours tout. Des choses importantes dont les gens devraient se souvenir, comme la façon dont vous souriez tous les deux dans votre sommeil et comment vous sentiez la poudre pour bébé et le lait. Mamie Beatrix ne peut plus faire de mal à personne. Je m'en suis assuré. Je vous aime, votre grande sœur qui voit tout. C'est l'héritage que mes garçons ont laissé. Pas seulement en tant que victime, mais comme la raison pour laquelle la voix de leur sœur a finalement été entendue. Ils ne sont pas morts en vain. Ils sont morts parce que le mal portait le masque d'une grand-mère et que personne n'a pensé à regarder en dessous. Personne, sauf une fillette de 7 ans qui savait que parfois, les plus petites voix portent les plus grandes vérités. Si cette histoire résonne en vous, si vous avez déjà été réduit au silence par des dynamiques familiales ou ignoré lorsque vous avez essayé de parler, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Votre partage pourrait atteindre quelqu'un qui a besoin d'entendre que ses instincts sont valides, que la documentation est importante, que les enfants voient la vérité que les adultes nient. Commentez ci-dessous si vous avez connu des membres de votre famille qui ont permis des comportements toxiques ou si vous avez dû tenir tête à quelqu'un que tout le monde protégeait. Vos histoires comptent et elles méritent d'être entendues. Et si ce n'est pas déjà fait, veuillez vous abonner à cette chaîne. Nous partageons des histoires vraies qui exposent des vérités dérangeantes. Des histoires qui pourraient sauver des vies en montrant les signes avant-coureurs que d'autres ont manqués. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine histoire, car chaque vue, chaque partage, chaque commentaire nous aide à atteindre les personnes qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules à voir ce que les autres refusent de reconnaître. Merci d'avoir écouté l'histoire de Finn et Beck. Merci d'honorer leur mémoire. Et merci d'être le genre de personne qui ne reste pas silencieuse lorsque la vérité doit être dite.